site qui s'appelle la Huaca Pintada, le temple peint. C'est une pyramide faite de briques d'adobe située sur la côte nord du Pérou. Ce site était connu il y a un peu plus de 100 ans par une découverte fortuite par un groupe de pilleurs qui a, par hasard un jour, en fait, fait la découverte d'une très grande peinture murale qui montrait en fait une magnifique scène avec une dizaine de guerriers qui marchaient en direction d'une divinité centrale. C'est une peinture donc polychrome qui présente des couleurs assez exceptionnelles, comme un bleu en fait qu'on a assez rarement dans la région. Et, euh, et puis, cette peinture, malheureusement, a été détruite la même année par le groupe de pilleurs. Le site a été abandonné complètement. Il y a eu euh, seulement une petite fouille qui s'est développée dans les années 30, donc 1934, je crois précisément, par un Américain, mais il a vu aucune trace des peintures. Moi, j'interviens évidemment 100 ans plus tard parce que, en fait, dans les années 70, un Américain avait retrouvé des photographies d'un ethnographe allemand qui s'appelle Heinrich Brüning, qui travaillait dans la région de la Maïké, qui a pris des photos, une série de photos de cette peinture. En 2022, donc à la troisième et dernière campagne de fouilles qu'on a faite, on a pu retrouver les traces de ce grand mur, qui fait en réalité 30 mètres de long. Et on a eu la chance, en fait, de retrouver dans les parties externes du mur des sections du mur qui ont été pas touchées, donc pas détruites par les pilleurs. En fait, on était déjà en train de fouiller. J'ai fait donc la dernière saison, donc 2 mois de fouilles. Et un soir que j'étais en train de réunir un peu les informations et tout, par hasard, je tombe sur Google. Donc, je tapais de nouveau des petites recherches sur la Waka Pintana. Et quelqu'un avait scanné une vieille revue de 1917 sur lesquelles apparaissaient deux photos de la Waka Pintana qui n'étaient pas connues. Enfin, des photos donc, de 1916 dont les chercheurs n'avaient pas vraiment mentionné l'existence. C'est des vieilles photos, on voit pas grand-chose dessus. Enfin, c'est pas la qualité, c'est pas une qualité 4K, quoi. Mais il y avait deux éléments qui ressortaient, et c'était très intéressant parce que, en fait, on voyait qu'il y avait de l'ombre qui couvrait vraiment la partie des peintures, et la face sur laquelle était peint donc la scène était pas toute droite, mais était un peu penchée en arrière, un peu inclinée, quoi. Et comme on fouillait déjà sur le terrain, on avait vu que les murs avaient une orientation qui était relativement, voilà, selon les points cardinaux, quoi, qui suivaient vraiment le nord, le sud, l'est, l'ouest. Et donc, en suivant cette logique-là, bah, un mur qui se projetait donc d'est en ouest pouvait pas avoir autant d'ombre qui couvrait la face du mur. Et donc, on s'était dit, bah, du coup, notre pari, c'était de penser que c'est un mur qui se projetait de nord au sud. Et on avait justement un mur est-ouest. On s'est dit, bon, bah, on va chercher les coins de ces murs-là et on va projeter de nouvelles unités de fouilles des deux côtés en pensant que probablement, bah, c'est un des murs qui était perpendiculaire. Et c'est en projetant donc ces nouvelles unités de fouilles que, bah, en effet, bah, c'était là où on a trouvé les restes de peinture encore donc, pas touchés par les pilleurs et qui étaient là depuis en tout cas 1000 ans, quoi. Ça, c'était très cool parce qu'en effet, après tout ce qu'on a eu pour aller sur le terrain, etc., etc., en soi, c'était sûr qu'il n'y avait plus avoir grand-chose. Et là, on a eu la surprise que finalement, voilà, les efforts qu'on a un petit peu fait avec toute l'équipe, hein, donc, qui étaient principalement donc, des étudiants de l'Ambaïké, de la région, des étudiants en archéologie, et puis des techniciens de fouilles aussi de la région de Lambayeque et de Tchèpen, avec qui je travaille depuis des années aussi. C'était assez exceptionnel. Faut dire, moi, ça m'a poursuivi longtemps, quoi, parce que j'étais un peu enfin, je vais pas dire le seul, mais disons que
avec mon équipe, ouais, on est un peu les seuls à penser qu'on pourrait encore trouver quelque chose. J'ai pas mal de collègues ouais, pas qui rigolaient, mais voilà, ils pensaient que, comme, voilà, c'est des monuments très fragiles et on savait que c'était détruit. C'est vrai qu'il y avait peu de chances que des traces restaient. Et du coup, bon, je suis aussi passé par pas mal de phases parce que le site de la Huaca Pintada se trouve en réalité sur le terrain d'un particulier, sur le terrain privé donc. Puis les lois, évidemment, au Pérou sont assez particulières parce que le site est reconnu comme site archéologique, donc patrimoine de la nation. Mais évidemment, bah, il se trouve sur le terrain de cette famille, la famille Granados. Et c'est une sorte de îlot, du coup, qu'on ne devrait pas toucher, sauf qu'il n'y a pas de délimitation qui a été faite. Et à cause de ça, on a eu pas mal de problèmes, en fait, pour accéder au site. On a eu de longues heures de discussion pour essayer de convaincre, pour expliquer notre démarche et tout. Et une des manières, en fait, la solution que j'avais trouvée, parce que moi, je travaille sur la Côte-Nord depuis pas mal d'années maintenant, mais c'était en fait de parler avec un chaman. Parce qu'il faut savoir que les chamans là-bas, bah, c'est une région qui est très, on va dire, chamanique. Et les chamans ont plusieurs rôles dans la société, dont évidemment celui d'une sorte de médecine traditionnelle. Mais un autre rôle, peut-être un peu moins connu, c'est médiateur. Et du coup, comme ce chaman-là, José Jesus, il travaillait avec l'esprit du lieu, donc il faisait des cérémonies sur le site. Le but, c'était à travers ce rituel qu'on a fait avec lui, de convaincre en fait l'esprit de la Huaca Pintada de nous laisser travailler dessus, ce qui allait aussi amener à convaincre Don Augusto Granados de nous laisser libre accès. La peinture en soi, on peut déduire donc elle faisait, maintenant on sait qu'elle fait 30 mètres de long, et elle faisait probablement jusqu'à 3 mètres de haut. Donc c'est haut, enfin c'est grand, c'est monumental, quoi. Et là, ce qui restait, c'est jusqu'à 1 mètre de hauteur. Ok. Mais c'est 1 mètre, on voyait justement la totalité d'un de ces guerriers qui est représenté, qui fait la taille peut-être d'un petit enfant. Si on se met à genoux, on a la taille de ça. Mais les premiers traits de peinture qu'on a vus en fait en grattant le sol, c'était vraiment une sorte de la. Ça pouvait que faire référence en fait à la coiffe d'un de ces guerriers. Donc si c'était la coiffe, eh bien normalement on avait tout le personnage qui allait suivre. Donc c'est ça qui était beau, c'est que si on a juste les pieds et tout, bon bah c'est génial parce qu'on retrouve, on va dire, la situation, la localisation de la peinture, il y a encore des choses, c'est génial. Mais là, d'avoir au moins une représentation complète de certains de ces guerriers, c'était vraiment inattendu, quoi. C'est plutôt une procession, euh, parce qu'il y a donc 10 personnages, donc 10 guerriers d'un côté, 10 guerriers de l'autre. On pense à des guerriers parce qu'ils ont tous une sorte de massue qui est typique de la période Mochica sur l'épaule. Et dans l'autre main, en fait, il porte un autre objet qui peut être différentes choses, parfois difficilement identifiables, mais certains d'entre eux, en fait, ont une coupe dans la main, et c'est généralement une coupe dans la tradition mochica qui contient le sang d'une personne qui a été sacrifiée. Et cette coupe qu'on va présenter à la divinité, qui après, généralement, va peut-être la boire ou on ne sait pas. Et là, eh ben, ça représente en fait 10 guerriers d'un côté, 10 guerriers de l'autre, qui marchent, qui semblent se diriger vers cette divinité centrale, pour probablement leur présenter cette coupe-là, après avoir réalisé une sorte de rituel, peut-être un sacrifice. Et au-dessus de ces guerriers, il y avait toute une scène avec des rubans d'eau, probablement des rivières, voilà, pleines de poissons, avec différentes personnes qui réalisaient tout type d'activités. Et donc voilà, il y a un petit peu cette idée qui est très commune en fait au Pérou précolombien, avec un culte des ancêtres, voilà, des sacrifices en lien peut-être avec une idée plus profonde de fertilité de la terre, etc. La représentation d'une divinité tutélaire principale, dont on imagine être la représentation d'un héros fondateur qui s'appelle Nailam. C'est un mythe qu'on connaît, c'est le mythe de fondation de la culture lambayeque, qu'on connaît grâce aux chroniqueurs espagnols, donc à partir de l'époque coloniale. Et il semble faire référence à la fondation justement de cette culture lambayeque, avec ce héros qui serait venu avec sa cour en radeau
enfin sur des radeaux depuis la mer, donc l'océan Pacifique, et qui auraient débarqué à un point en fait de rencontre avec les rivières qui descendent des Andes, et ils auraient construit un temple à cet endroit-là, et la culture lamaïque se fonde à ce moment-là. Il semble que la divinité qui est représentée au centre de cette scène de la Huaca Pintada, voilà, pourrait être peut-être une représentation assez ancienne de ce Nyland, de ce héros fondateur, qui a des traits donc ornithomorphes. Et on voit justement que le pied, enfin, des rares éléments qui restaient de cette divinité, c'était un pied avec des doigts griffés, quoi. Et puis on a des découvertes assez exceptionnelles, parce que les peintures, c'est qu'une chose, en fait. On a trouvé 28 contextes funéraires sur le site. Le site, donc, même sur la pyramide. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, les gens, euh, la pyramide, avant d'être, enfin, voilà, quand à un moment, elle est abandonnée par les personnes. Mais il y a tout un rituel d'abandon. Ok. Et donc, ils le font intentionnellement et ils vont préparer le temple pour ensuite le recouvrir complètement, comme si on allait enterrer une personne, quoi. Parce que donc il y a vraiment ouais, un paradigme donc, qui est très différent d'une autre, qui est plus animiste. Évidemment, on va percevoir que le temple a une agentivité, a une capacité d'action, un esprit, et donc on va l'enterrer comme on enterre une personne. Et donc, ce même temple, quelques siècles plus tard, bah, il va être réhabité ou réutilisé par des sociétés qui sont venues plus tard pour enterrer, par exemple, leurs morts ou faire d'autres types d'activités. Et là, c'était le cas pour la Huaca Pintada. Donc, il a été construit à une certaine époque, début Lambayeque, donc vers 900 et quelques après Jésus-Christ. Et puis, il a été abandonné, probablement avant fin du Xe siècle, et donc moins d'un siècle plus tard, quoi. Et puis, il y a ouais, quelques inhumations de personnes au moment de l'abandon. C'est là où on a pu en fait déterminer une chronologie relative, parce qu'on n'a pas pu faire d'analyse de radiocarbone, de datation donc. Et puis l'autre chose, c'est qu'on a trouvé donc beaucoup de contextes funéraires de l'époque Chimu-Inca. Donc c'est au moment où les Incas ont réussi enfin, ont envahi, ont fait la conquête de la côte nord vers 1500, 1470, 1500. Et là, ils ont enterré beaucoup de gens sur la Waka. Et donc là, on a trouvé tous ces contextes-là, dont un contexte très spécial, qui est une chambre funéraire, donc qui appartenait à un noble de la région, dans laquelle on a trouvé bah, déjà plusieurs corps démembrés. Certains, on a trouvé, je crois, 8 ou 9 têtes donc coupées, qui n'avaient pas le reste du corps. Et puis des centaines d'offrandes, principalement donc des céramiques de cette époque-là. Et puis, certaines qui viennent de la région de Cajamarca, c'est dans les Andes, pas très loin. Et puis, des objets aussi en or, quoi. On a trouvé une très jolie bague en or. On a trouvé une pince en or qui sert en fait à se raser. Il n'était pas très poilu, en fait, barbu à l'époque. Donc, on se rasait comme ça. Et puis, ce qu'on appelle un petit palito de calero, c'est un petit bâton, voilà, en or aussi, du coup, qui servait à ajouter, qui a une petite spatule à la fin, et qui permet de rajouter un petit peu de chaud au moment où il mâchait les feuilles de coca. C'est qu'à l'époque, donc même dans les Andes, traditionnellement, on mâche les feuilles de coca en altitude et tout, et un, c'est une plante qui est évidemment sacrée, on utilise dans certains rituels, et puis qui est souvent dédiée à une certaine élite. Et puis bah, on rajoute la chaux pour faire activer certaines enzymes et tout. Et donc voilà, c'était une sorte de petite spatule qui servait à ça. Donc voilà, c'était passionnant de trouver ça. Toutes ces recherches-là, enfin toutes ces découvertes, elles sont dans un musée de la région. Et pendant un an, mon équipe était sur place avec moi, donc de temps à autre pour superviser, grâce à une nouvelle bourse qu'on a gagnée de la Fondation suisse Liechtenstein pour les recherches archéologiques à l'étranger,
nous ont permis en fait de financer toute la partie post fouille, tout ce qui est restauration, conservation du mobilier archéologique. Et donc voilà, maintenant ils ont terminé ce travail-là. L'objectif maintenant, c'est de pouvoir faire des expositions de ça, de la Huaca Pintada, ce qu'il a pu en fait garder, on va dire, en son sein, et ce qui lui permet de reprendre une place au sein de la communauté, au sein de la recherche, au sein ouais, de l'identité des gens de la région, une fierté aussi, parce qu'elle était abandonnée. Quand on est revenu là avec l'équipe, enfin, on est venu au début, on trouvait, enfin, déjà, le site était complètement recouvert par la végétation, ça c'était assez particulier. Généralement, les wakas ressortent du paysage, là c'était pas le cas. Et puis, bah voilà, on abandonne souvent des détritus et tout, parce qu'à l'époque, ouais, les wakas étaient un peu des lieux où un peu retirés, et voilà, il fallait pas trop aller, etc. Il y a beaucoup d'histoires autour d'elle. Et maintenant, ça permet de lui redonner une voix et une place, donc voilà, dans la région.